Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler de cette actualité régionale de ce lundi 8 avril. Nous sommes bien en avril, salut à tous. Je vous emmène en Asie centrale cette semaine, aux limites de l'Europe. Voyage en Caucase, Étienne Henry, voyageur alsacien, expert comptable de son état, se promène à travers l'Europe et jusqu'à ses confins. On le recevra, il en a tiré ce livre étonnant. On va parler de sport, évidemment, comme chaque lundi on parlera volleyball avec la présentation du nouvel entraîneur des filles de la SPTT Mulhouse, volley championne de France il y a 2 ans et encore en course pour le titre cette année. Le derby Sarre-Union-Mulhouse, c'était en football, le match du Racing bien sûr, on y reviendra. Et 2 Alsaciens pour le lancement de la saison de championnat du monde de WTCR, les voitures de tourisme, Yvan Muller et son jeune neveu Yann Erlaché, tout ça dans la page sport tout à l'heure. On parlera également gastronomie, Nicolas Riffel, toujours sur le pont et toujours dans les cuisines des meilleures tables alsaciennes, toujours côté coulisses évidemment. Mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, le meilleur vin blanc sec du monde est alsacien. Il s'agit d'un Riesling de 2016 et il a été primé cet après-midi au concours des grands vins blancs du monde qui se déroulait à Strasbourg. Comment transmettre les savoir-faire? Des entreprises développent les formations en interne, exemple avec Lalique et l'Art Verrier. Et puis même 20 ans après sa première sortie en librairie, la folie Harry Potter ne faiblit pas. Une boutique spécialisée a ouvert ce week-end à Strasbourg et elle ne désemplit pas. Comment faire perdurer les gestes et les techniques quand les métiers se raréfient? L'entreprise Lalique, spécialisée dans l'art verrier et le cristal, a décidé de former en interne certains de ses futurs collaborateurs. Une action est menée en partenariat avec À l'emploi, Pôle emploi et la région. 6 demandeurs d'emploi du territoire de Saverne bénéficient déjà de cette formation. Fanny Kuntz. Un savoir-faire unique, des pièces de maître verrier d'exception. La renommée de la manufacture Lalique de Wingen-sur-Moder est mondiale. Depuis quelques années pourtant, l'entreprise se heurte à un constat alarmant. La formation d'opérateurs sur verre froid est en voie de disparition. Il ne reste que 2 écoles de formation généralistes autour du verre et du cristal en France, dont une à Sarrebourg. Mais comment compenser les départs en retraite quand le nombre d'étudiants en fin de parcours est insuffisant? Pour pallier à ces difficultés, l'entreprise Lalique s'est lancée en 2013 dans la transmission du savoir-faire verrier en interne. On s'occupe de la formation en interne, vraiment à nos métiers propres. Et cela permet effectivement de pérenniser notre savoir-faire et notre entreprise, qui a débouché finalement sur 55 embauches, pour l'instant 55 embauches en CDI. Et nous pouvons même nous féliciter qu'un des tailleurs est finalement devenu cette année meilleur ouvrier de France en sculpture sur cristal. Cette année, une 2e session de formation est déjà lancée. Thomas a un CAP d'ébéniste et Louis une licence professionnelle en communication web. Tous deux étaient confrontés au dédale de la recherche d'emploi infructueuse. Ils ont intégré la formation chez Lalique il y a 5 semaines. Aujourd'hui, ils signent déjà un CDD. Les candidats sont retenus sans CV. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir d'expérience dans le domaine avant, on n'avait pas besoin d'avoir un diplôme. Le CAP Art Verrier, par exemple, ça, aucun de nous ne l'a. Et donc, on a été recrutés selon les aptitudes qui ont été décelées pendant la méthode de recrutement par simulation. C'est vraiment des profils qu'ils recherchent et du coup, ça augmente les chances, je dirais, d'être recruté. Si on a la motivation, bien sûr, si on intègre ce processus-là, c'est pour la perspective d'avenir qu'il y a derrière, évidemment. Polissage, taille, gravure, différentes techniques sont transmises chez Lalique. Mais la transmission a un coût. En proposant un financement de 4 200 € et en s'appuyant sur l'organisme À l'emploi, la région soutient cette nouvelle offre de formation. À l'emploi s'associe avec Lalique et du coup Pôle emploi et les partenaires de l'emploi du territoire pour recruter différemment parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est des personnes motivées. On n'a pas besoin de valider au préalable des compétences, mais surtout de l'intérêt au métier. Donc on a utilisé la méthode de recrutement par simulation, qui est un outil de Pôle emploi, et qui permet à tout le monde de se positionner donc, sur le recrutement. Là, on utilise vraiment les compétences de l'entreprise, donc des formateurs qui sont formés pour faire la pédagogie, mais qui sont surtout des professionnels du métier.
La nouvelle session a débuté pour 6 nouveaux stagiaires. En attendant de signer leur CDI, ceux arrivant en fin de droit Pôle emploi bénéficieront d'une rémunération financée par la région pendant le temps de la formation. Dans la catégorie meilleur vin blanc du monde, donnez-moi un cépage alsacien. Depuis 2 jours, Strasbourg accueille le concours des meilleurs vins blancs du monde au Palais des Congrès. Des professionnels issus de 19 pays dégustent des vins blancs cultivés dans le monde entier. Cette catégorie sont en compétition avec une nouveauté cette année, un trophée vin sec Camille Roland. Examiner, sentir, puis goûter le vin et enfin le recracher. Cette routine, les jurys vont la répéter plus de 766 fois en 2 jours. Leur but est lire les meilleurs vins blancs du monde. Pinot Gris, Riesling ou encore Sylvaner, 5 vins emblématiques d'Alsace, originaires de 18 pays, sont en compétition. L'idée de ce concours, confronter les cépages alsaciens d'ici et d'ailleurs. Ce concours, il a comme particularité d'avoir en compétition les cépages emblématiques de l'Alsace, mais qu'on retrouve dans le monde entier. Par exemple, le Riesling du monde. Eh bien, on a l'emblème Strasbourg, Alsace, Riesling alsacien, mais on a aussi, dans d'autres pays, d'excellents Riesling, par exemple à New York. Autour de la table, des Tchèques, des Suisses, des Anglais, des Allemands et bien d'autres nationalités, tous répartis en plusieurs groupes. Après une dégustation à l'aveugle et une notation individuelle, ils se concertent. Les 70 jurés sont sommeliers, œnologues, cavistes, acheteurs et ont tous un point commun, un palais bien affûté. Le premier critère, c'est la vue. Donc, est-ce qu'on a un défaut apparent ou pas? Est-ce que c'est limpide et brillant? Donc voilà, généralement, on a toujours des vins de bonne qualité à ce niveau-là. Ensuite, on s'occupe de tout ce qui est nez. Premier arôme quand on vient de nous le verser. Ensuite, on aère un petit peu et on passe au deuxième arôme. Et ensuite, on s'occupe du goût et on met une note globale par rapport à l'ensemble. On juge vraiment chaque vin différemment parce qu'après, on a par exemple des vins de cépage qui ne sont pas forcément des cépages qu'on a l'habitude de goûter tous les jours. On observe le nez, est-ce qu'on a des arômes, est-ce qu'on a de la vivacité, de la franchise dans le vin. Ensuite, en bouche, on goûte également la franchise, les arômes qui nous restent. Est-ce qu'il y a un goût qui reste? Et pour Justine, le meilleur vin blanc du monde a des critères bien précis. Un bel équilibre, que ce soit au niveau des arômes et au niveau de l'expression du cépage. Après, l'équilibre, il peut être sec comme sucré. Je le disais, il n'y a pas vraiment de corrélation par rapport à ça. C'est vraiment, voilà, on cherche un vin, quand on l'ouvre, on a envie de finir la bouteille. Pour la première fois cette année, le concours met à l'honneur des vins qui se dégustent secs. Particularité alsacienne, le vin sec représente 98% de la production régionale. On avait un peu tendance, et on l'a vu encore ce matin dans le concours, à la fin de la dégustation, de privilégier peut-être des vins qui sont plus généreux, qui ont un peu plus de sucre résiduel, etc. Mais je pense qu'on a oublié, alors ces vins sont agréables, certes, à déguster, mais on va en déguster un verre ou 2 verres, et puis après on s'arrête. Et l'idée, c'est de finir la bouteille, d'en recommander une autre au restaurant. Tout simplement, je pense qu'il y a eu cette tendance sur le sucre parce qu'on a aussi oublié la dimension gastronomique des vins. Voilà, on élabore en Alsace des vins qui doivent être dégustatables. Ces dimensions gastronomiques, donc de vins équilibrés, de vins secs, avec des acidités qui sont mûres, c'est ce qui caractérise aussi l'Alsace et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Ainsi, les vins élus répondent avant tout au goût des consommateurs. Pour un vin sec, c'est très important que l'alcool n'est pas trop fort et avoir un équilibre d'alcool, acidité et complexité. Je pense que beaucoup de consommateurs maintenant préfèrent le vin sec. Parce que très souvent, la combinaison de vin et aussi la nourriture, c'est plus belle avec le vin sec. Cet après-midi, le palmarès a été dévoilé et le vignoble alsacien est le gagnant du concours. Le grand prix du jury est attribué à un Pinot Gris Vendange tardive 2016 d'Ostheim, tandis que le meilleur vin blanc sec a été décerné à un Riesling Grande Réserve 2016 de Saint-Hippolyte. L'engouement autour de la saga Harry Potter ne faiblit pas. Ce week-end, une boutique spécialisée a ouvert ses portes à Strasbourg. Fanny Kunz et Cécile Motz sont allées faire leurs emplettes.
Connaissez-vous les Potterheads? Ce sont ces fans d'Harry Potter. Ils sont plusieurs milliers à travers le monde et à Strasbourg, ils sont quand même plusieurs centaines. Et ils étaient là samedi matin pour l'ouverture de l'Échoppe Magique. L'Échoppe Magique, c'est une boutique 100% Harry Potter. On y vit, on y mange, on y respire Harry Potter. Aujourd'hui, la boutique est fermée. Ils se sont fait un petit peu dévaliser samedi pendant la journée d'ouverture. Mais on va tout de suite découvrir les dessous de cette boutique. Et nous sommes avec Marine à l'intérieur de la boutique. Alors Marine, expliquez-moi, d'abord une boutique à Nancy, maintenant à Strasbourg. Pourquoi à Strasbourg? Effectivement, à Strasbourg, c'est avant tout le cœur qui a parlé. On a vu que ça marchait effectivement très bien à Nancy depuis l'ouverture de la boutique de Nancy par l'ami de mon petit frère. Et en fait, c'était assouvir une envie personnelle et aussi pour satisfaire les nombreux Potterheads qu'il y a en Alsace. Et ici, il y a vraiment tous les produits pour être de bons sorciers. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver? Les produits phares, c'est les baguettes magiques. On a également les robes de sorciers, les écharpes des différentes maisons. Et on a aussi les animaux fantastiques. Tout pour satisfaire notre clientèle. Et encore plus pour la satisfaire, vous avez des projets pour la boutique, ateliers, nouveaux produits? De nombreux projets en tête, donc ça ne sera pas fait tout de suite, effectivement, parce qu'il faut un peu de temps. Donc de nombreux projets, les enfants, des ateliers enfants le mercredi après-midi, peut-être des soirées à thème. Voilà, tout ça est en pleine réflexion. Dans cette réflexion, du coup, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec votre frère Clovis, qu'on va aller voir tout de suite. Alors Clovis, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui a marché samedi à l'ouverture? Les baguettes évidemment, qui sont notre produit phare, mais également tout ce qui est mug, verre, mais surtout les vêtements comme les capes, les écharpes, qui font l'attirail complet du jeune sorcier. Et ce qui est aussi atypique ici, c'est qu'on ne retrouvera jamais les mêmes produits, ça va changer quand même, ça va se diversifier. C'est notre volonté, on souhaite avant tout faire tourner notre stock, évoluer les choses avec de nouveaux produits, de nouvelles gammes, pour satisfaire sur le long terme nos Potterheads. Pour choisir aussi votre baguette, l'ouverture c'est demain. Aujourd'hui c'est un peu le rangement et on refait les stocks. Il y a déjà des premiers curieux qui sont devant la porte, mais demain, 10h30, l'Échoppe Magique rouvrira ses portes. Depuis 1986, l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine, dite AGAL, octroie des bourses à des jeunes Alsaciens et Lorrains étudiant à Paris. Nora Bouriois. Originaire d'Eschbach, Hervé Tritschberger fait partie des 8 lauréats de la bourse de l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine. Étudiant en Master 2 à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et en stage à Paris, Hervé va pouvoir s'installer correctement grâce à cette bourse de 1 000 €. Quand j'ai commencé les études donc en septembre, il a fallu que je trouve un appartement chez un copain, aller là-bas, dormir créché en quelque sorte chez des amis parce que j'avais pas assez de revenus pour pouvoir payer un loyer. Même chose pour cette Alsacienne de 23 ans, Catherine Milon, étudiante depuis 2 ans à Paris en Master 2 de sciences sociales des religions. Elle va pouvoir ainsi mieux préparer son futur projet. L'année prochaine, je vais faire une année préparatoire au doctorat. En gros, c'est une année après le master où on réfléchit à un projet de thèse, on le peaufine au maximum pour avoir un projet qui soit assez efficace pour avoir un contrat doctoral, donc décrocher une bourse en fait doctorale. L'Association Générale d'Alsace et de Lorraine octroie chaque année des bourses à des étudiants originaires d'Alsace et de Moselle qui viennent poursuivre leurs études à Paris. Cette année, sur une trentaine de dossiers, 8 candidats ont été sélectionnés sur des critères de parcours d'études et de motivation. Les revenus des parents sont également pris en compte. Le choix était très difficile parce que c'est des candidats brillants par définition, puisque c'est des étudiants qui sont déjà arrivés à un certain niveau d'études pour la plupart d'entre eux et dans des domaines extrêmement variés. Et nous ne voulons pas nous spécialiser dans telle ou telle discipline. Par conséquent, nous sommes obligés d'avoir un panel de jeunes gens qui soient équilibrés aussi entre les garçons et les filles, entre les spécialités et aussi entre la répartition régionale. Depuis 1986, la GAL a déjà attribué 226 bourses financées par des donateurs membres de l'association. Pour postuler à cette prochaine édition, il faudra attendre la fin d'année. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et c'est l'heure de l'image du jour, Camille Roland.
Tout le monde aime décidément le Racing, à en croire cette photo de Laurent Paganelli, ancien footballeur et consultant à Canal+. Il a revêtu le maillot du club pour remettre le prix de l'homme du match au joueur Matt Sels hier soir à l'issue du match PSG Racing. Tout le monde aime donc le Racing, sauf Thomas Tuchel, le coach parisien qui s'est ému de cette célébration pas très impartiale. Le journaliste a plaidé la blague et présenté ses excuses. S'il n'est plus le bienvenu au Parc des Princes, il devrait s'être au moins fait des amis à la Méno. Et on reviendra bien sûr sur ce match entre le PSG et le Racing. Et tout à l'heure, dans Top Sport, on va accueillir les invités de la première partie de cette émission. Étienne Henry, il va vous emmener en Asie centrale, enfin en confins de l'Europe. Et Martial Riff, on va parler football dans un instant. Ce sera juste après la météo de Célia. Voyage en Caucase, c'est son livre. L'US Réunion pour le derby contre Mulhouse, ça sera pour le sport avec plein d'autres choses au programme. Tout ça, c'est juste après la météo de Célia. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de ce mardi 9 avril. On regarde ce que nous réserve le temps. Et je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles, regardez plutôt, c'est un temps humide et pluvieux qui nous attend sur la majeure partie du territoire transfrontalier. Seul le sud du Haut-Rhin sera épargné ainsi que le nord de la région suisse avec un petit peu de passage d'éclaircies malgré un temps plutôt voilé tout de même et des températures qui restent dans la ligne de ce qu'on a connu la semaine dernière. Comptez 7 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 9 degrés du côté de l'Eurométropole Strasbourg, 6 degrés si vous êtes du côté de Colmar et 5 degrés la minimale alsacienne, ce sera pour Mulhouse ou encore Baldersheim. L'après-midi, ça ne s'arrange pas, ça s'aggrave même. De la pluie prévue sur l'ensemble de l'Alsace et l'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg, seul le nord de la Suisse sera épargné et des températures qui grimpent seulement légèrement. En après-midi, comptez 13 degrés pour le nord du Bas-Rhin, 14 degrés pour Strasbourg, 15 du côté de Colmar, 16 du côté d'Alkirch ou encore de Sausheim. Un petit coup d'œil sur vos prévisions. De mercredi maintenant et pas de changement, toujours beaucoup de pluie prévue sur cette fois tout le territoire et des températures qui dégringolent entre 12 et 14 degrés seulement de maximale mercredi après-midi, entre 11 et 14 pour la région du Bade-Wurtemberg, 12 prévu du côté de Bâle. Mardi, nous serons donc le 9 avril et nous fêterons tous les Gauthier. Bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 6h51 pour se recoucher à 20h10 et on gagnera encore 4 minutes de soleil si on arrive à le voir. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite. Salut! Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Guenot, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et notre invité va vous faire voyager ce soir. Voyage au Caucase, c'est le livre que vous avez tiré d'un drôle de voyage. Bonsoir Étienne Henry. Bonsoir Mathieu. Alors, vous êtes expert comptable de métier, mais voyageur à vos heures, non pas perdues, mais à vos heures, à vous, celles que vous vous octroyez à travers des voyages à travers l'Europe. C'était pas le premier, celui-là c'est le plus long, direction Bakou, en Azerbaïdjan. Alors vous y êtes allé en voiture, c'est la particularité. Vous savez qu'on a inventé l'avion quand même entre-temps. Oui, mais c'est pas pareil. L'avion, vous rentrez dans un vase clos, on ferme la porte, vous êtes pendant 2 heures avec du champagne et des petits fours, et puis vous vous atterrissez ailleurs. Moi, j'ai voulu revivre le voyage comme au 19e siècle. Donc, à l'époque, c'était en diligence. Moi, c'était avec une vieille BMW, avec un kilométrage que d'aucuns disent astronomique. Et elle m'a emmené jusqu'à Bakou, et elle m'a même ramené de Bakou. Donc, une épopée de 10 000 km en 18 jours. Moins vite qu'en avion, mais vite quand même. Donc pour vous, le voyage, c'est le trajet, c'est pas forcément la destination? Le trajet fait partie intégrante du voyage, absolument. Et donc, étape après étape, on effeuille la feuille, la marguerite du voyage. Et j'ai refait 160 ans après une partie de l'itinéraire d'Alexandre Dumas, qui avait fait cela. C'était pas complètement innocent, sur les traces d'Alexandre Dumas, ça faisait partie du charme du voyage. Et Alexandre Dumas qui a lui-même publié un livre qui s'appelle « Voyage au Caucase ». C'est aujourd'hui libre de droit, donc je vais emprunter le titre. Les héritiers ne vous poursuivront pas. Vous nous baladez à travers l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine, la Russie, puis les différentes composantes de la Russie pour arriver jusqu'à le Caucase et donc l'Azerbaïdjan. L'idée, c'est de raconter, vous écrivez au jour le jour en fait, c'est vraiment votre récit jour après jour. Vous nous parlez d'histoire, de la langue, de la culture, des rencontres que vous faites. L'idée, c'est vraiment carnet de bord, c'est libre. Absolument. Donc je passe 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour à conduire sur des routes qui sont parfois en très mauvais état. Je peux passer 3 ou 4 heures à certaines frontières. On a oublié ici à quelle fois une frontière peut être une frontière. On prend le tram pour aller à Kiel ici. Eh bien, entre l'Azerbaïdjan et la Russie, c'est 4 heures. Et donc raconter tout cela, raconter ce voyage, eh bien, c'était un grand plaisir que je prenais en solitaire chaque soir. J'y passais 3 ou 4 heures aussi.
un bel exercice, un peu d'aventure, fait partie de l'aventure, et le tout avec un peu d'humour et de détachement, parce que je me prends assez au sérieux dans mon travail, donc je ne vais pas en plus me prendre au sérieux lorsque je suis en vacances. Parce que vous êtes expert comptable, hein, c'est rassurant pour vous. Mais la rédemption est toujours possible. Ce qui est amusant, effectivement, il y a beaucoup d'anecdotes. Je pense que c'est moins drôle quand on les vit sur le coup. Il y a des passages de frontières, c'est entre guillemets comme dans les films, comme à l'ancienne. C'est des formalités à n'en plus finir. C'est on vous fouille la voiture. C'est êtes-vous seul, avez-vous des armes quand on rentre en Azerbaïdjan en passant de Russie. Oui. Quand on a des bières dans son coffre, ça peut aider à passer certaines frontières. Alors voilà, oui, le passage de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, moyennant un pack de 1664, donc j'ai fait l'offrande d'un bon produit alsacien à un soldat ukrainien. Ça accélère le passage. Qui m'a invité à un petit cadeau, donc je n'ai pas eu trop le choix et j'ai pu passer cette frontière. Il vaut mieux aussi avoir vous parlez du kilométrage de votre berline allemande, dont je ne citerai pas la marque, mais il vaut mieux une vieille voiture, entre guillemets, qui se répare facilement quand on se retrouve comme vous, un peu en rade en Arménie, je ne sais plus où. Enfin, les garagistes locaux, c'est plus simple s'il n'y a pas d'électronique dessus, quoi. Exactement. Donc en Arménie, c'est un peu comme à Cuba, ils ont encore toutes les voitures que leur ont laissées les soviétiques, et ils continuent à les faire rouler en les réparant avec des bouts de ficelle. Eh bien, avec une voiture un peu ancienne qui n'a pas d'électronique, ça aide pour faire des réparations, et j'en ai eu besoin puisque j'ai eu un souci hydraulique. Ici, on pèse parfois contre les automobilistes, contre ceux qui roulent très mal. Je ne vous regarde pas du tout, Anna. Mais il y a des expériences, on ne risque pas sa vie, j'exagère un tout petit peu, mais on sait qu'on tombe sur des routes qui sont en très mauvais état, sur des manières et des habitudes de conduire qui sont très particulières parfois. Oui, voilà. Donc il faut être un conducteur expérimenté. Je ne dis pas bon conducteur, je dis conducteur expérimenté. Il faut beaucoup de modestie. Ne jamais chercher à s'imposer, parce que si vous vous imposez, il n'est pas exclu que la personne que vous avez froissée vous arrête et sorte un gros manche de pioche ou une grosse arme. Et donc voilà, modeste, seul. Ne pas oublier que vous êtes seul et sans arme. Voilà. Vous êtes seul aussi, puis vous prenez beaucoup de plaisir à nous parler de langues, de panneaux. Enfin, on découvre là-bas parce que là, on croise l'alphabet cyrillique. Il y a plus de 80 langues dans le Caucase. Alors, vous n'êtes pas spécialement linguiste, on s'adapte, vous parlez à peine. Enfin, vous dites j'ai un russe de survie, vous dites. Enfin, voilà. On se débrouille avec ce qu'on a, quoi. Exactement. Donc je parle correctement anglais, allemand et français. Et puis le russe, j'ai doublé mon stock de mots russes. Je suis passé de 10 à 20. Mais avec le non-verbal, ma foi, on arrive à se débrouiller. Et surtout, je lis couramment le cyrillique maintenant. Si on connaît un peu le grec, on peut arriver à lire le cyrillique. On se débrouille toujours. La leçon, c'est qu'on se débrouille toujours d'une manière. On se débrouille toujours, et surtout si on est seul et vulnérable et inoffensif, les gens vont forcément faire ce qu'ils peuvent pour vous aider et pour vous tirer d'affaire. Vous aviez déjà fait Istanbul, vous aviez fait la Baltique, là vous étiez donc jusqu'à Bakou. La dernière question, évidemment, c'est et la suite? Je caresse le rêve d'aller en Asie centrale, justement. Vous avez fait un lapsus tout à l'heure. Donc, au-delà de la Caspienne, puisque Bakou, c'est en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est dans le Conseil de l'Europe, qui a son siège ici à Strasbourg. Et donc, il y a l'autre rive de la Caspienne. Donc, ça veut dire le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, retour par l'Iran. Donc, ça, ce serait un rêve. Et je crois ma foi, les rêves sont faits pour être réalisés. Et bien, ça sera l'objet d'un prochain livre, certainement Voyage en Caucase, le drôle de carnet de route. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Merci beaucoup, Étienne Henry, d'être venu nous le proposer ce soir. On suivra ça bien sûr. Marcel Riff, ça vous inspire les voyages? Quand j'ai le temps, je fonce et je vais ailleurs qu'en France et essayer de voir comment les autres vivent. Et ben voilà, vous prendrez des leçons de cyrillique notamment. Il y aura interrogation écrite à la fin. Merci beaucoup, Étienne Henry, d'être venu. Marcel Riff, vous restez en place. On va parler sport dans un instant. Merci beaucoup. Anna, pour l'info, la suite, c'est le sport, évidemment, juste après la pub. Et bienvenue dans ce numéro de Top Sport avec une grosse actu. Ce lundi, on va parler sport automobile avec deux Alsaciennes du côté de Marrakech pour le lancement de la saison de championnat du monde de voitures de tourisme. On parlera basket, on parlera handball, on parlera volleyball avec Marine Zis qui est à Mulhouse aujourd'hui pour la présentation du nouveau coach de l'ASPTT Mulhouse Volley, les championnes de France d'il y a 2 ans. Et puis on va parler football avec nos invités Fares Bramia et Martial Riff. Bonsoir. Bonsoir. Joueurs tous les deux de l'US Sarre-Union, leader de leur championnat national 3. Il y avait derby et match au sommet hier à Mulhouse. On vous a un peu porté la poisse, ça s'est pas super bien passé, mais on va parler de cette saison qui, elle, par contre, fonctionne très bien du côté du club d'Alsace-Bossu. Et quand on parle foot, on va commencer par le Racing. Vous avez certainement vu ces images, ça se passait hier soir au Parc des Princes, le PSG qui pouvait être titré en cas de victoire et qui ouvre d'ailleurs le score par Choupo-Moting. Mais les Alsaciens sont décidément des troubles-fêtes de cette saison. Ils réagissent parfaitement, le contre bien mené par Carole, la reprise de Dacosta au point de pénalty qui égalise. Mais le Racing en veut encore un peu plus. Et sur ce corner mal dégagé par les Parisiens, la frappe de l'entrée de la surface
d'Anthony D'Acosta Gonçalves, buteur déjà contre Reims mercredi. Victorieux en Coupe de la Ligue évidemment samedi dernier, la folle semaine du Racing qui tient jusqu'à 10 minutes de la fin avec l'égalisation parisienne sur ce corner. Le Racing prend quand même un point au Parc. Première équipe en championnat à faire ça, deux matchs nuls d'ailleurs en championnat contre Paris cette saison. Le Racing n'a pas perdu, le Racing 9e, vous le voyez, au classement et qui recevra Guingamp pour aller la revanche ou l'acte 2 de la finale de Coupe de la Ligue. Ce sera ce samedi à la Méno. Fares, juste parenthèse, vous êtes à sa réunion aujourd'hui, mais un ancien du Racing, vous avez connu les années galères, celles de la liquidation, ouais, sûr, et d'une saison nationale très, très compliquée. Revoir ce club au sommet, en tout cas très haut et dans l'élite, ça vous fait quelque chose? Ouais, ça me fait plaisir parce que moi j'étais un peu entre guillemets dans la saison galère de la Ligue 2 avec les changements de président, tout ça, la relégation nationale et bien sûr le dépôt de bilan. Et là de les voir au sommet, c'est gratifiant et puis ça fait plaisir parce que on a toujours eu des bons souvenirs avec ce club-là et c'est une région et surtout un club qui mérite d'être en haut. On parlera de l'USR Réunion, de votre saison actuelle avec Marcel Riff dans un instant. Je vous emmène d'abord au Maroc avec le lancement du côté de Marrakech du championnat du monde de voitures de tourisme. C'est la spécialité pendant longtemps d'Yvan Muller qui court à nouveau cette année. Il y a 2 Alsaciens d'ailleurs sur les 26 candidats. Au départ, le lancement de la saison, c'était, vous le voyez sur ces images avec les essais déjà ce week-end, samedi et dimanche, avec donc ces 2 Alsaciens. Yvan Muller à droite, Yann Erlaché. C'est son neveu, 22 ans seulement, et déjà au volant d'un de ses bolides. Il a le kit NIR, sa mère, Cathy Muller, est une légende du sport automobile alsacien. Son père Yves Erlaché a joué lui au Racing il y a fort longtemps. Début de saison pour lui sur les voitures bleues que vous avez vues d'une nouvelle écurie Lynk & Co qu'Yvan Muller est à la fois pilote et à charge de développer. Écoutez justement Yann Erlaché, Benjamin du coup du plateau du championnat du monde de cette année, mais ambitieux. Là-bas, c'est une passion et si on arrive à en faire son métier, c'est quand même relativement exceptionnel. J'ai 22 ans, j'ai pu bénéficier de l'expérience d'Yvan pour m'aider à un peu compenser ce manque d'expérience que je peux avoir par rapport à d'autres pilotes de la discipline pour à 22 ans avoir un contrat de pilote professionnel et avoir un volant de pilote d'usine officiel en championnat du monde. Et le coup d'envoi de cette saison, c'était, regardez ces images du côté de Marrakech, le format en WTCR, c'est 3 courses tout au long du week-end, une le samedi, 2 le dimanche, des courses assez courtes et nerveuses sur un peu moins d'une demi-heure de course. Ça s'est d'ailleurs très bien passé dans la seconde manche pour Yann Erlaché, qui termine 3e après avoir bénéficié de la sortie de route du leader. Il résiste à la pression de ses poursuivants et à 22 ans remporte déjà un premier podium. Ça a été plus difficile dans la 3e et dernière manche sur celle-ci, où dans un des tout premiers virages, il est poussé à la faute par 2 autres concurrents. Il sera du coup là contraint à l'abandon, mais on retiendra la belle image de son premier week-end de championnat du monde avec ce podium et déjà une belle récompense pour l'Alsacien, extrêmement prometteur. Écoutez d'ailleurs son bilan de ce premier week-end de championnat du monde. On est compétiteur, on en veut toujours plus, mais malgré tout, il faut retenir qu'on s'en tire avec un podium. C'est déjà un meilleur début de saison que l'année dernière. Donc on est plutôt satisfait de cela vu que la voiture est née cet hiver. Donc arriver à la première course contre des voitures qui ont une saison d'expérience, je pense qu'on s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Et la suite pour Yann Erlaché et Yvan Muller, ce sera le Grand Prix de Hongrie. Ce sera les 24, 27 et 28 avril prochain. On essaiera d'y être avec Jacques Lenis qui nous a ramené ces images. On va parler football dans un instant. D'abord des tours par Mulhouse. On va retrouver Marenzis, les Mulhousiennes leaders du championnat de France. Battues ce week-end, mais toujours leaders et favorites pour le titre. Ont annoncé aujourd'hui le nom de leur nouvel entraîneur. On retrouve sur place Marenzis. Et oui Mathieu, voilà 14 ans que la SPTT Mulhouse évolue avec son entraîneur emblématique Magali Magaye. La saison prochaine, elle ne sera plus là en tant que coach. En tout cas, on vous dévoilera dans quelques instants le nom justement de ce nouveau coach. Je suis pour l'instant entourée de l'entraîneur actuel encore, Magali Magaye. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma droite, la présidente déléguée Sylvia Zatti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Magali, vous ne serez plus l'entraîneur l'année prochaine, mais vous restez quand même au sein du club, vous passerez manager général. Quel sera justement votre rôle? C'est quoi être manager général du club? Je m'occupe de toute la structuration du club et après on sait que dans le sport, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc il va falloir que je me mette à la recherche de sponsors et de nouveaux partenaires. Sylvia, Magali, c'était l'entraîneur emblématique de la SPTT Mulhouse, 14 ans à la tête de l'équipe. Ça a été une décision difficile à prendre pour le club de se dire que voilà, on ne l'aura plus en tant que coach, même si elle reste quand même au sein du club. Oui, ça va être une transition, clairement, c'est une page qui se tourne. Mais on est confiant et on est ravis de la garder au club. Et justement, son nouveau rôle, ça permettra quoi que le club prenne une nouvelle dimension en fait On veut surtout mieux se professionnaliser.
Donc aujourd'hui, on tourne avec beaucoup de bénévoles aussi pour l'encadrement. Donc ça va être aussi un tournoi à ce niveau-là, puisqu'on va avoir quelqu'un de professionnel qui va être là pour ça. On va arrêter le suspense, on va accueillir ce nouveau coach. Allez, on laisse arriver. Bonsoir. Bonsoir. François Salvani, coach qui nous vient tout droit d'Italie. Welcome and good evening. Bonsoir. Vous serez l'entraîneur la saison prochaine de la SVTT Mulhouse. Pourquoi avoir choisi ce club? You will be the coach for the next season. Why did you choose this club? C'est vrai que nous devons trouver un moyen de mettre mon expérience dans ce nouveau projet. Je vais faire de mon mieux. C'est un super challenge dans un lieu génial où on peut travailler de la bonne manière. C'est pour ces raisons que j'ai choisi cette opportunité. Qu'est-ce que vous savez de ce club justement? Vous me parlez de Magali Magaille. Qu'est-ce que vous savez en plus de ce club qui est emblématique en Alsace? What did you know about this club? You told me about the coach Magali Magaille, but in general about this club in Mulhouse and in Alsace, in the region Alsace. Je ne connais rien de la région, mais je connais beaucoup de choses sur le club parce que c'est un club très important. Elles ont déjà joué au niveau européen. C'est pour toutes ces raisons que tout le monde connaît ce club et en a déjà entendu parler. Ce que les gens m'ont surtout dit, c'est que je vais trouver ici de bonnes personnes pour travailler, très volontaires. Tout le monde essayera de m'aider. Je pense qu'il y a une bonne ambiance ici pour travailler. La question que tout le monde se pose, combien de temps allez-vous rester? How long will you be stay here at the club? This is funny because usually in Italy we work week by week because we feel a lot C'est drôle of parce pressure. qu'habituellement en Italie, on travaille semaine après semaine parce qu'on a beaucoup de pression. Mais l'idée ici, c'est de faire du long terme. Donc j'espère que je pourrai rester ici pour 3 saisons. Ça dépendra de mes résultats. Mais c'est mon rêve, c'est le bon moment pour aider le club et le faire évoluer pour qu'il devienne meilleur. Thank you and welcome again. Magali, on va finir avec vous puisque la saison n'est pas finie. Vous êtes encore le coach pour cette fin de saison. J'imagine qu'en tant qu'entraîneur, on a encore envie de remporter un dernier titre pour finir en beauté. Bah oui, c'est sûr. D'autant plus que c'est une saison merveilleuse pour le club où je pense qu'on n'a jamais gagné autant de matchs dans la saison régulière. Même si on sait que maintenant, pendant les playoffs, tout va être remis à zéro. Mais l'équipe sera prête et on compte sur toute l'Alsace pour nous soutenir et pour nous amener au bout. Pour les soutenir, justement, ça se passe ce week-end à domicile, samedi soir au Palais des Sports contre Paris Saint-Cloud. On vous attend. À bientôt Mathieu, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Marine, je vous laisse votre place au show en plateau, à lundi prochain. Et donc samedi soir au Palais des Sports pour Mulhouse. Avant de parler foot, on va parler basket direction le Rhenus. Très rapidement, ça se passait ce samedi soir, gros match. Et l'occasion de retrouver Jérémy Leloup, l'ancien capitaine emblématique de la SIG sous le maillot de Dijon cette saison. On l'a pas beaucoup vu, lui, on a beaucoup vu les Strasbourgeois. Par contre, Dijon qui avait mis une grosse claque à la SIG au match aller, 80-55 plus 25. Les Strasbourgeois ont pris leur revanche ce samedi soir grâce notamment à ce joueur, le Mulhousien Nicolas Lang, qui a véritablement pris feu sur le parquet du Rhenus. Il a enchaîné les paniers à 3 points. Ali Traoré qui se jette pour récupérer ce ballon. Qui est-ce qu'on trouve au bout? Nicolas Lang. 21 points pour lui rien que dans la première période. Record personnel de points du coup dans la saison. Un 4e primé un petit peu avant la pause. Et puis ses coéquipiers ont fait le boulot, même 10 points d'avance à la mi-temps pour la SIG, 50-40. Et puis au basket, c'est facile, il suffit de passer la balle à celui qui est chaud. Nicolas Lang, 27 points au final, 6 sur 7 à 3 points, un véritable festival. Et des coéquipiers au diapason, Ali Traoré qui s'arrache pour marquer au buzzer à la fin du 3e quart, 20 points d'avance pour la SIG à ce moment-là. Et puis pour finir en beauté, le contre de Flo Pietrus, la SIG qui s'impose largement et assez facilement, 91-78, qui revient du coup, regardez au classement, à hauteur de cette équipe de Dijon, équipe surprise de cette saison. Dijon 5e, la SIG 6e avec le même nombre de victoires. Dijon conserve le goal average, il reste une petite dizaine de matchs avant les playoffs et la SIG qui va devoir enchaîner très rapidement pour essayer de se faire une place dans le top 4. La suite, c'est dès ce mardi soir, réception de Fos-sur-Mer, une des équipes mal classées. Demain soir, mardi, au Rhenus.
Allez, on va parler football avec nos invités. Martial Riff, Fares Bramia de l'US Sarre-Union, leader de National 3 en course pour la montée. Avant de vous donner la parole, je vous emmène au stade de Lille où vous jouiez hier soir l'un des derbys de la saison. Ça se passait sous la caméra de Vincent Bessières. Alors votre maillot bleu était rouge pour l'occasion parce que le FCM évidemment est en bleu et blanc. Mulhouse qui domine plutôt le début de match, mais la meilleure occasion, elle est pour le club d'Alsace-Bossu, la parade de Hendoy et puis un petit peu coup du sort à la demi-heure de jeu avec ce but un petit peu gag, la frappe de Baka qui arrive sur Diawara. On va la revoir au ralenti, la frappe est ratée. À moins que ce soit une passe, ça passe entre les jambes du défenseur. 1-0 en tout cas pour le FCM qui maîtrise plutôt les débats, même si les occasions elles sont plutôt pour les Barinois qui enchaînent les occasions avec cette frappe de Maurice, là aussi déviée, là aussi au ras du poteau. 1-0 à la pause et malgré quelques occasions en seconde période, on en restera là. Mulhouse revient dans la course à la montée avec cette victoire 1-0. C'est extrêmement serré du coup au classement. Sarre-Union 35 points, Taon qui en a profité pour gagner évidemment 34. La réserve du Racing 34 et Mulhouse 33. Il reste 6 matchs. On va revenir d'ailleurs sur ce match. D'abord, Fares, qu'est-ce qui a manqué dans ce match au sommet, dans ce derby? C'est la finition, tout simplement. On avait quelques bonnes occasions. 3 occasions franches en première mi-temps et on n'a pas su les concrétiser. Après, on sait que Mulhouse est une équipe très costaud avec beaucoup de grands et bons joueurs et ils ont mis beaucoup plus d'impact que nous. Du coup, ils ont pris le dessus et c'est comme ça, sur un petit coup du sort, on se prend un but et on n'a pas réussi à revenir. Martial, quand on prend ce genre de but un peu gag, c'est un but ou celui-là il énerve un peu plus parce que c'est vraiment un but un petit peu casquette avec beaucoup de réussite en face? Pour moi, ce but il est frustrant. On le voit sur les images, c'est un petit cafouillage et par chance, elle tombe sur un joueur mulhousien. Bon, après, c'est que s'ils ont marqué ce but-là, c'est qu'ils avaient mis les ingrédients pour. Nous, on a mis aussi des ingrédients et comme le dit Fares, on a un peu pêché sur la finition. Après, c'est vrai que le défi athlétique était très relevé dans ce match-là et c'était très intense. C'était un match plaisant à jouer, peut-être un peu fermé en deuxième mi-temps. Ils ont verrouillé et nous, on n'a pas trouvé les solutions, mais ça va continuer. Vous êtes un ancien de la maison 1 de Sarre-Union, peut-être le joueur le plus ancien de l'effectif, je ne sais plus, 5e ou 6e saison. Qu'est-ce qui match? Qu'est-ce qui fait que cette équipe tourne bien et se retrouve leader en course pour la montée cette année? Je pense qu'il y a eu des événements en interne du club qui nous ont tous rapprochés et on s'est serré les coudes ensemble. Et en fait, avec Stéphane Léoni qui a mis sa mayonnaise en place. Le coach de cette saison. Ouais, c'est ça. On a justement fait les efforts ensemble. On travaille toujours ensemble et on a aussi une ambiance magnifique. On s'entend tous très bien. Et derrière, ça se ressent sur le terrain et on a une certaine cohésion qui en fait pas lire plus d'un, quoi. Fares, vous avez rejoint le club l'été dernier, c'est votre première saison à Sarre-Union. Comme dit, je disais, vous avez commencé au Racing, vous avez un petit peu bourlingué du coup après la liquidation. Qu'est-ce qu'on trouve de différence dans ce genre de club? Il ne faut pas hésiter à descendre d'un niveau parfois pour se poser, se relancer. Oui, et puis comme dit, moi c'était un choix mûrement réfléchi parce que je sais qu'il y a un bon effectif à Sarre-Union. Il y a un très bon entraîneur aussi, Stéphane Léoni, qui nous fait des bonnes séances et qui arrive à trouver les bonnes compos pour tous les matchs. Et voilà, avec ce qui se passe aux entraînements, comme il a dit Martial, ce qui s'est passé en interne, ça nous a beaucoup rapprochés, on a créé beaucoup de liens et puis on fait le maximum. Ce qui est bien dans cette équipe, et je pense que c'est pas beaucoup dans les autres clubs, c'est qu'on se bat les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait vraiment notre force cette saison. D'autant plus que c'est un niveau un peu intermédiaire, le National 3, où du coup, il y a des joueurs de statuts différents. Vous faites que du foot, vous êtes, on va dire, complètement pro. Martial, vous travaillez à côté. C'est une alchimie, parce que ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas le même statut, entre guillemets, dans l'équipe? Si, tout le monde a le même statut. Après, il n'y a pas un plus favorisé que d'autres. Après, il y en a qui ont un passé différent. Moi aussi, j'ai connu un peu le monde professionnel. Après, chacun a sa vie et chacun s'en sort comme il peut. Mais une fois qu'on arrive sur le terrain, on a tous les mêmes valeurs, on a tous le même objectif, c'est de gagner ensemble et de progresser et de faire gagner l'US Sarre-Union. Pour savoir, nous, le début d'année, on joue le maintien, là, on se retrouve devant. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on se mêle à la lutte pour la montée, quoi. Il reste 6 matchs, il y a 4 équipes en 2 points. C'est quoi? C'est une pression qui arrive ou au contraire, c'est super excitant parce que c'est un super challenge, pareil? C'est excitant parce que nous, on a les cartes en main, on sera chassés. La semaine prochaine, ce week-end, on reçoit Taon, qui est deuxième. Du coup, voilà, on peut encore envoyer un message fort. Si on bat Taon, on les met à 4 points, on essaie de les enlever à la course au titre et ça met une pression aussi aux autres adversaires.
Vous restez bien sûr avec nous tous les deux. Petite page handball. Eux, ils luttent pour ne pas descendre, mais ils sont promus. Alors c'est un petit peu normal, c'est les handballeurs de l'ESAB. Je vous emmène au Malterie. Il reste 4 matchs, eux, dans leur saison. Donc là, c'est carrément chaud bouillant. Ça se passait vendredi soir. Regardez du côté des Malteries. l'ESAB en bleu, évidemment. En blanc, c'est Cherbourg, une équipe de milieu de tableau qui ne joue plus rien dans l'absolu, mais qui est difficile à manœuvrer. Ça commence plutôt pas mal pour les bleus de l'ESAB, qui rentrent bien dans leur match, qui sont devant au score, même si c'est très serré. Mais du coup, les Alsaciens serrent la défense et ils vont pouvoir compter sur un excellent Daskalowski qui va multiplier les parades. 17 arrêts pour lui au total dans ce match. Ça va mieux, et quand ça va mieux derrière, on trouve des solutions devant, à l'image de Jeff Bonmanger qui permet aux Alsaciens d'avoir 4 buts d'avance à la mi-temps. Le bras droit d'Arthur Muller et l'ESAB qui fait le trou dans ce milieu de deuxième période, qui va s'offrir une soirée presque tranquille, qui avait remporté tous leurs matchs par 1 ou 2 buts d'écart maximum. Et bien cette fois ça va être un peu plus cool avec Parissini, le pivot italien, qui s'arrache par plusieurs fois pour finir avec 11 buts lui de son côté. l'ESAB avec ce jeu rapide, 4 sur 5 pour Lucas Hugard également au tir, qui s'impose 33-27. Un succès importantissime dans la course au maintien il y a 3 journées de la fin. Grosse joie et gros soulagement évidemment du coup des Alsaciens. Écoutez d'ailleurs leur entraîneur Bruno Busch. Je suis content que les joueurs ils aient réussi à transformer la pression, qui était quand même importante, en énergie plutôt positive. Ils l'ont transformé en activité. Ils ont réussi à s'alléger le match en mettant beaucoup d'intensité derrière en défense. Et puis le lapsus, c'était Geoffrey Bodemberger, rien à voir. Jeff Bonmanger, lui, fait du trail, ça n'a absolument rien à voir. Au classement, regardez ce que ça donne. Caen, qui est dernier, est définitivement relégué. Les 2 derniers descendent, et donc la lutte, elle fait rage entre le 13e, 12e, 11e et 10e. l'ESAB, Grenoble, Nice et Vernon, 4 équipes qui se tiennent en seulement 2 points. Il reste 3 journées, un de ces 4 descendra. l'ESAB est en tête de ce peloton, il a donc son destin en main. Le match importantissime pour le maintien. l'ESAB qui est 10e reçoit Vernon, l'avant-dernier. Ce sera dans 3 semaines du côté de Malterie. Un match à gagner impérativement pour les Alsaciens. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour ça. Il nous reste une petite minute avant de se quitter. Martial, le match, l'appel au peuple d'Alsace-Bossu, c'est tous au stade ce samedi pour le match premier contre deuxième. Vous enchaînez les matchs au sommet. Une partie de la montée se joue dès ce week-end. Bon, elle ne se joue pas, mais derrière, on demande à tous les Sarre-Unionnais, même les Alsaciens, de venir nous supporter, les Barinois. Moi, il y a toujours du monde à Sarre-Union, c'est ce qui fait que ça fait longtemps que je suis là-bas aussi, quoi. Fares, qu'est-ce qui peut faire la différence sur ce match-là ? C'est l'environnement, l'engouement des supporters, et puis nous, de garder le même état d'esprit. C'est ça qui nous ferait passer ce cap-là. Sarre-Union-Taron, samedi, 18h ? Comme d'hab, samedi 18h du côté de l'Alsace-Bossu. N'oubliez pas le match de la SIG, demain 20h, le match contre Fos-sur-Mer, et puis le Racing, on l'a dit, qui reçoit Guingamp. Donc ce samedi à la Méno. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Top Sport ce soir. Vous retrouverez Marine 10 à mes côtés lundi prochain, promis. La suite, c'est évidemment côté cuisine que ça se passe. C'est avec Nicolas Riffel, toujours dans les bons coups et dans les meilleures cuisines d'Alsace. Détendez-vous devant Grain de sel avec les Spätzle et Knepfle Traiteur Schneider, aux œufs frais et 100% préparés en Alsace. Alors ici, on est à l'endroit où tout a commencé dans l'histoire du coq. Tout à fait. Ouais, c'est la maison mère, on va dire. Cette maison, elle date de 1806. D'accord. En fait. Et on a déjà trouvé aussi qu'en 1806, elle était déclarée en tant qu'auberge au coq blanc ici. 1806 et une histoire de famille depuis quand ? 92. Papa rachète le restaurant à la brasserie Adelshofen en fait en 1992. Et en 2000, on rachète les murs qui appartenaient en fait à la ville. Alors l'idée du restaurant, en tout cas ce qu'on peut y manger, c'était quoi au départ ? 92 je parle. Au départ, 92, papa, c'était sa cuisine à lui qui était une cuisine un petit peu plus bourgeoise, un petit peu plus sur le côté filet de cendre, sauce matelote, c'est vraiment ce qu'il a fait connaître ici. Et puis après, il a rajouté, il y avait de la queue de bœuf à l'époque, au réfort par exemple, des choses comme ça, choucroute au poisson également, pour varier un petit peu les plaisirs. C'était sa cuisine bourgeoise. Et tu choisis un autre métier avant de finir dans la restauration. Moi, j'ai fait un bac électronique à la base. D'accord. Et après 3 ans de maintenance industrielle. Et du coup, voilà, en faisant des petits extras de temps en temps, je donne un coup de main ici. Bon, bercé depuis toute mon enfance dans la restauration, forcément. Et la passion naît et puis je commence ici en 99. Ce que j'aime faire, c'est voir les gens prendre du plaisir chez moi, les accueillir, qu'ils passent un bon moment.
forcément qu'ils aient envie de revenir. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vraiment ma passion, c'est de servir. Papa s'arrête en 2008. Ouais. Officiellement, il prend sa retraite en 2008. On continue pour faire perdurer cette affaire qui est un petit monument à la Roberto en fait, parce qu'il faut savoir aussi qu'à la base il y avait une salle de bal, la salle de bal, la grande salle, et celle-ci était très connue dans les années 50 plutôt, où beaucoup de personnes âgées viennent ici en pèlerinage, où ils ont connu leurs femmes, ils ont dansé avec, enfin voilà, c'est un peu toute une grande histoire aussi autour du Coq Blanc, quoi. Comment ça va, chef? Ça va, ça va. Bon, alors qu'est-ce que tu es en train de préparer là? Là, on va commencer le crémeux de petits pois pour préparer le plat d'aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est un magret d'agneau maturé au sel rose de l'Himalaya. Ok. Avec un pop-art de petits pois, donc un crémeux de petits pois cuit dans son jus de cosse. Des petits pois juste passés au beurre cuits à l'anglaise. Ok. Poudre de lard, sucrine snackée. Donc là, on commence par ciseler les échalotes, assez fin. On va juste prendre un peu de beurre noisette. On va les faire doucement suer. Pendant ce temps, on va préparer le jus de cosse. On récupère les déchets. Ok. À la centrifugeuse. D'accord. On retrouve le goût de chlorophylle, le goût très frais du petit pois. D'accord. Pas de perte. Zéro perte. Ça va nous donner un jus très vert. On va porter l'eau à ébullition pour cuire les petits pois. Donc à l'anglaise, légumes verts, ce qui est très important. Eau bouillante, fortement salée. Ok. Et refroidi directement après pour garder le vert, pour fixer la chlorophylle. D'accord. Donc le temps que tout ça soit porté à ébullition, on va s'occuper de l'agneau. C'est généralement ce qui va donner le goût amer à l'agneau, c'est le parchemin. C'est cette fameuse petite peau au-dessus du gras. C'est beau de le présenter comme ça aussi, l'agneau. C'est pas commun. Et puis généralement, le nom magret d'agneau interpelle le client. On a tellement l'habitude du carré. Ça apporte quoi de le quadriller? Ça accélère la fonte des graisses et la pénétration de la chaleur. Voilà, maintenant, il va partir sous vide pour la cuisson basse température. Combien de temps? Là, on est sur 1h30. On boit un coup. Exactement. Donc là, les échalotes sont suées. On va rajouter nos petits pois, notre sel et notre fameux jus de petits pois. On va commencer l'agneau. C'est vraiment comme un magret. Là, vu que c'est une viande maturée au sel rose, on va pas trop saler. Puisqu'il a déjà passé pas mal de temps dans le sel. Ça lui donne une saveur assez particulière. Super, et donc là, l'importance de cette barre, toujours. Tu peux toujours faire un petit peu de sport, des petites pompes. Le poulet est cuit, on va pouvoir le mixer. Donc pour ça, le meilleur ami du cuisinier. Ah oui. Et là, jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On retrouve le magret d'agneau. On l'a bien laissé colorer côté gras, qui permet de bien faire fondre et d'avoir une peau croustillante. Et là, on met au four 200 degrés pendant environ 6 minutes. D'accord. Histoire de le chauffer à cœur. Donc là, on va faire revenir nos petits pois et préparer la sucrine. J'ai un petit jus de viande classique, une vraie réduction de glace de viande à l'ancienne. D'accord. Et surtout, ne soyez pas sages! Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.